16h18, nous avons un visuel avec nous, Julien Corona. Il est directeur aux communications et aux relations médias au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Ça fait à peine quelques jours qu'on s'est parlé. Oui, Et puis aujourd'hui, on dirait qu'on a des choses à se dire, nouvelles, comme quoi l'actualité, ça ferait un an. Hein? l'actualité n'arrête pas, c'est ce qu'on dit. Oh lolo, oh lolo. Et naturellement, nous, on ne voulait pas que ça reste empêtré dans cette guerre, etc. Mais c'est beaucoup de choses. D'abord, le Canada qui vote au Conseil de sécurité hein, Ouais, de manière très large et qui, pour une des rares fois, vote contre Israël. Euh, et ça, c'est un changement de position dans la politique canadienne. bah, c'est un revirement que mes collègues au niveau fédéral ont hier considéré comme un abandon de la politique étrangère de longue durée de la part du Canada sur la question israélienne. C'est assez inquiétant parce que c'est un abandon de longue date des principes du Canada. On n'a pas les principes que le Canada respecte au niveau de droit international et au niveau de la politique internationale. Cette résolution qui a été votée hier aux Nations Unies. Au-delà, il faut on est pour une deuxième, pour la reconnaissance d'une solution à deux États. On sait très bien comment c'est important pour la région. Néanmoins, il faut qu'elle soit bien faite. Cette résolution d'hier aux Nations Unies ne parle pas du Hamas, ne parle pas du 7 octobre, vient à ne pas reconnaître la judéité des lieux saints du judaïsme dans Jérusalem-Est et n'indique même pas aussi que le Hamas ne devrait pas faire partie, une organisation terroriste islamique qui fait partie quand même d'un regroupement d'organisations liées aux frères musulmans qui souhaitent l'instauration d'un califat mondial, que le Hamas, cette résolution n'indique même pas que le Hamas doit ne pas faire partie de la solution au niveau du futur État palestinien. Donc c'est une résolution problématique et que le Canada endosse et surtout quand on prend en matière de relations internationales. Hmm. Les changements de position peuvent arriver, ça arrive toujours, il y a des changements de pouvoir, il y a des évolutions du fait d'une situation qui évolue, l'évolution de situation qui fait en sorte qu'on va changer son positionnement étatique. Pour venir de ce domaine-là, c'est quelque chose sur lequel beaucoup étudié et travaillé dans le domaine. Néanmoins, un changement aussi drastique et brutal que le Canada sur une seule année, en fait. Sinon, c'est le genre de changement qui doit se faire sur plusieurs années. C'est là que le bas blesse, c'est que ça nous inquiète sur comment la politique étrangère est décidée. Est-ce qu'elle est décidée sur un coin de table? Est-ce qu'elle est décidée au niveau des émotions? On se souvient, il y a quelques semaines, Mélanie Joly qui avait expliqué dans un échange avec Thomas Mulcair, l'ancien chef de l'opposition officielle à Ottawa et ancien chef du NPD, elle avait dit qu'elle prenait en compte la composition de sa circonscription pour faire la politique étrangère du Oh Canada. oui. C'est assez problématique. Donc, voir un changement aussi drastique qui a des implications assez fortes et qui aussi touche au positionnement du Canada, en même aussi envers sa communauté juive du Canada, c'est assez à une époque où l'antisémitisme augmente de manière effroyable, et on le voit tous, c'est assez inquiétant. Oui, moi je suis d'accord avec tout ça, sauf que quand même, c'est une politique du Canada sur le long terme, mais À long terme, on ne sait pas. l'histoire entre Israël et la Palestine, ça remonte à au moins 75 ans et c'est toujours la même façon de faire. Néanmoins, le Canada, comment Et l'histoire ça donne s'appelle. toujours, Monsieur Corona, les mêmes résultats. C'est toujours la guerre depuis 75 ans. Peut-être si on s'offre autre chose, ça peut Allons-y. changer. Allons-y sur les idées de négociation. Les accords, prenons les exemples. Les accords de Camp David dans les années 90 entre Yasser Oui, Arafat et le gouvernement c'était égyptien. progressiste, ça. Israël avait accepté Hmm. l'accord. L'autorité palestinienne a déchiré l'accord dès que Yasser Arafat est descendu de l'avion. L'accord donnait énormément de territoire au futur État palestinien. Ça a été déchiré, un non-respect. On peut revenir sur aussi toutes les guerres, et même l'accord de 47-48 et la guerre qui s'en est suivie, à la guerre d'indépendance, à l'époque, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça a toujours été un parti qui est prêt à négocier, l'autre qui veut l'anéantissement et l'annihilation
de la population juive sur place. Le problème, c'est qui veut négocier et comment négocier de bonne foi. On parle en ce moment beaucoup de l'idée de bonne foi. Par exemple, hier, avec la motion sur l'exemption religieuse à l'Assemblée nationale, où l'exemption religieuse au code criminel, c'est basé sur la bonne foi. La bonne foi aussi, elle marche au niveau des relations internationales et des négociations. Il faut vouloir négocier de bonne foi. Il y a une volonté, et on le voit à Israël, les accords d'Abraham, en plus, ça va revenir d'actualité. Donald Trump revient à la Maison-Blanche au mois de janvier, les accords d'Abraham, avec une négociation de bonne foi entre Israël et les pays arabes sur un processus de normalisation qui, à la fin, doit aboutir sur l'État palestinien et l'État israélien, la solution à deux États, qui est le narratif normal. Mais néanmoins, une résolution telle qu'elle existe, et une résolution en plus qui, je tiens à le dire, Israël est le seul pays qui est visé par des résolutions ad nominem au niveau des Nations Unies et de l'Assemblée générale. Entre nous, Israël ne les a jamais Est-ce qu'on cible respectés. la Chine et les Ouïghours? Est-ce qu'on cible l'Azerbaïdjan avec l'Arménie? Est-ce qu'on cible la Turquie avec les Kurdes? Est-ce qu'on s'entend que Israël ne les a jamais respectés? Si Israël respectait ces résolutions-là, il n'y aurait pas autant... Ces résolutions-là sur l'Assemblée générale ne sont... Les résolutions du Conseil de sécurité, c'est autre chose. Ces résolutions de l'Assemblée générale, n'oublions pas qu'elles sont non coercitives, qu'elles sont plus une posture morale, mais quand on analyse le discours de la résolution, autour de la résolution, et même la manière comment c'est framé, comment c'est écrit, il y a un problème, et c'est là pour ça qu'on s'oppose à cette résolution aussi. Mais au-delà de tout, M. Corona, au-delà de tout, ce qui vous tient à cœur pour l'avenir d'Israël, pour l'avenir de la région, c'est la paix. Et à un moment donné, il faut faire des concessions pour obtenir cette paix-là. Moi, je vois, et vous le voyez aussi, au fur et à mesure qu'Israël continue ses guerres et les gagne toutes, il y en a une qui l'a gagnée en 6 jours, n'est-ce pas? Ce n'était pas un problème. On dirait aujourd'hui c'est beaucoup plus problématique, mais c'est pas un problème de gagner les guerres. Sauf que l'instant d'après, on revient en guerre et c'est toujours continuellement la guerre. Et vous, de l'autre côté, vous ne pouvez pas vivre en paix et la Palestine non plus ne peut pas vivre en paix. Bon. On recherche la paix, on veut la paix, on le souhaite la paix. Donc il faut trouver autre chose. Qui parle avec vous comme moi la semaine dernière, à chaque fois on dit on veut la paix, on veut la solution des États, on est pour les... Vous savez, il y a eu, juste avant les accords d'Abraham, il y avait eu un accord qui commençait à se dessiner avec des idées d'échange de territoire, ce genre de choses. Tout ce qui est bon pour la paix doit permettre la paix. Néanmoins, des résolutions ad nominem de la sorte qui ne citent même pas le Hamas, qui ne parlent même pas des massacres terroristes, qui nie la judéité des lieux saints du judaïsme, par exemple, dont le mur ouest du mur des lamentations. Et ça, c'est quelle est la raison derrière ce genre d'attaque, à part juste attaquer pour attaquer et ne pas souhaiter régler la solution. On veut un règlement de la résolution. Non, mais peut-être aussi, regardez aujourd'hui avec le fait que le premier ministre israélien a été cité dans un jugement, peut-être qu'on a fini par comprendre, beaucoup d'observateurs ont fait valoir que Benjamin Netanyahou comme Premier ministre qui poursuit cette guerre vraiment intensément avait peut-être des raisons personnelles de faire cette guerre de cette manière-là. Je vois quel jugement vous parlez au niveau de la corruption, au niveau du jugement corruption. Oui. Vous savez, la critique du gouvernement, tant qu'elle se fait sans antisémitisme, il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, je suis contre Netanyahou, je suis plus une personne de gauche. Donc, ce n'est pas la personne pour qui je vais voter, mais au-delà du gouvernement, une question, c'est le droit d'Israël d'exister et la sécurité de la population juive, des personnes juives, et même de toutes les populations d'Israël, des Arabes israéliens, des musulmans, des chrétiens, qui sont attaqués avec des intentions génocidaires de tous les côtés par des groupes terroristes et par des régimes terroristes qui veulent juste la fin de la population sur place. Et puis, vous savez qu'Israël peut exister sans ces guerres-là. Israël doit exister sans ces guerres-là, dans la paix. Pour la paix, il faut que les accords d'Abraham sont une bonne première étape. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois et prochaines années. Et lorsqu'on voit le comportement du Premier ministre qui dit non, moi je veux rien savoir d'une solution à 2 États, ça c'est public là. Il ne le veut pas, il ne le voudra pas. Nous, le CIJA et l'immense majorité, l'extrême immense majorité de la communauté juive au Canada est pour une solution à 2 États.
Alors donc, maintenant, est-ce qu'on a, vous, à l'extérieur, israélien, est-ce que vous avez, compte tenu du développement, dernier développement auquel on assiste dans cette guerre, est-ce qu'on espère qu'effectivement il va y avoir la paix enfin? On espère la paix, tout simplement pour les gens qui vivent là-bas, mais aussi pour les juifs qui vivent ici. On voit très bien que chaque embrasement, chaque problème lié à ce conflit provoque encore plus d'antisémitisme, plus de menaces pour les communautés, des synagogues brûlées, attaquées avec des tirs de balles, des manifestations antisémites, des cris à retourner en Pologne ou ce genre de choses-là qui sont extrêmement antisémites, des appels à la solution finale telle qu'on l'a vu il y a 2 semaines à Concordia, des violences le soir d'après au Palais des Congrès. On voit les effets que ça fait et on sait, tout cela doit être dénoncé. Tout ça doit être dénoncé. Moi, je suis d'accord avec vous et c'est peut-être aussi la façon de conscientiser un peu le monde, et autant les Palestiniens que les Israéliens, surtout nous qui vivons à l'extérieur de... Néanmoins, c'est ça, la conscientisation, oui, mais l'importation d'un conflit ici, et c'est même les ministres du gouvernement québécois l'ont rappelé hier lors d'une motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, l'importation de ce conflit ici et les problèmes que ça encourt ensuite avec les montées de la haine, de l'antisémitisme. N'oublions, les Juifs sont les premiers, le reste de la population c'est après. On sait très bien qu'est-ce que ça fait. Ça, par contre, ça n'a pas raison d'être. Maintenant, est-ce qu'il y a une unité de vue dans la communauté juive du Canada? Oui, Sur la question. il y a une unité de vie totalement. Et la communauté juive n'a jamais, malgré des différences dans la communauté, des différences politiques, comme la manière aussi de vivre, de considérer son identité juive plus de manière ethnique ou religieuse, il n'y a jamais eu autant d'unité dans la communauté que face. L'adversité est le meilleur ciment. Et je pense qu'en ce moment, là, on en a une preuve excellente. Et l'une des preuves aussi, c'est que la guerre, c'est la guerre, ça n'amènera jamais. On ne fait pas la guerre parce qu'on a déjà dit, et puis qui veut la paix prépare la guerre, mais on l'a fait la guerre et ça reste la guerre et ça continue à nourrir la haine d'un côté comme de l'autre, n'est-ce pas? Il faut arrêter la guerre. On est dans un monde en pleine tension en ce moment, avec l'Ukraine, en Afrique, dans différents conflits, en Asie, avec Taïwan, la Corée, comme on a pu voir hier, en plus, la Corée du Sud et tout ça. C'est un monde en tension, c'est une situation inquiétante, et tout ce qui est bon pour faire décroître les tensions et les pressions qui pourraient nous mener à l'abîme sera toujours le mieux accueilli. Julien Corona, directeur associé aux communications et aux relations médias au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, je vous remercie. Merci. Et puis moi, vous savez, là, on est ouvert n'importe quand. Merci à toi. Merci, au revoir.